Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Il faut tout faire pour empêcher la Russie de gagner en Ukraine, affirme Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a dit, en tout cas hier aux 20h sur TF1 et France 2. Nous sommes prêts à faire face à l'escalade de Moscou, martèle le chef de l'État. Pendant ce temps, les Russes et les habitants des territoires occupés donc sont appelés aux urnes jusqu'à dimanche. Élection présidentielle, vous le savez, sans surprise, en l'absence de candidat crédible face à Vladimir Poutine. On va en parler bien sûr avec notre question du jour. Est-ce que vous craignez une escalade? Pour l'instant, vous dites oui à 54%. Notre invité pour en parler, Jean de Gliniasti, qui est ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et qui vient de publier ce livre, France, une diplomatie déboussolée aux éditions L'Inventaire. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. Avant de revenir à vous, petit tour de table avec Philippe Bilger et nos vraies voix sur cette crise et sur cette escalade éventuelle. Alors, dans la suite logique de mon point de vue de tout à l'heure, avec la modestie qui convient, parce que combien de gens s'affirment spécialistes de géopolitique et moi, je ne le suis pas. Ce qui m'a frappé tout de même, je ne crains pas une escalade puisque je réponds directement à la question de Sud Radio. J'ai trouvé le président remarquable dans le constat. En effet, Poutine est responsable de tout. C'est lui qui a envahi l'Ukraine. Il faut lui résister. Il ne peut pas, il ne doit pas gagner. Mais une fois qu'on a dit cela, c'est cela qui m'a un tout petit peu gêné dans l'intervention, dans le dialogue que deux journalistes qui ne l'ont objectivement pas bousculé ont eu avec lui, c'est le fait qu'à aucun moment le président nous donne des perspectives pour un avenir dont on espérerait qu'il pourrait être demain apaisé. Et j'y suis d'autant plus sensible que bientôt peut-être Donald Trump arrivera, il brouillera le jeu, il ne donnera plus un sou comme il le dit lui-même à l'Ukraine, et que peut-être serait-il souhaitable que le président Macron ne considère pas comme indécente toute contradiction émanant des oppositions. Par exemple, LFI peut proposer des alternatives, certes peut-être discutables, mais qui peut-être un jour devront s'imposer, parce que si on veut véritablement garder l'espoir de la paix en préparant la guerre, comme le dit Emmanuel Macron lui-même, il faudra bien un jour concéder quelque chose, même au pire dictateur qu'est Poutine. Alors, moi, personnellement, je suis quand même un peu inquiet. Parce que, souvenez-vous, en décembre 2021, 2 mois avant l'invasion, enfin l'attaque de la Russie, très peu de pays, et même à Washington, pensaient que la Russie allait attaquer l'Ukraine. Donc, vous voyez, et depuis maintenant 2 ans, si vous voyez bien la situation, il y a une escalade quand même à tous les niveaux. Bon, il y a eu l'escalade militaire d'abord. Ensuite, il y a eu une escalade quand même diplomatique et même verbale de la part des dirigeants russes. Quand on voit ce qu'a dit récemment Medvedev sur Macron, ou même les propos de Poutine qui sont de plus en plus belliqueux, quand même, agressifs, inquiétants. Et cette escalade, il y a aussi quand même une escalade numérique. Toutes les attaques des hackers russes sur toutes les chancelleries, enfin toutes les administrations occidentales. Et il y a aussi quand même donc une attaque aussi, n'en parlons pas, au niveau des droits de l'homme en Russie, de pire en pire. Donc moi, je crois qu'on doit être quand même assez inquiet. Je ne pense pas, on en parlera avec monsieur l'ambassadeur, je ne crois pas non plus à une escalade nucléaire. Parce que je pense que Poutine, même s'il est un petit peu timbré, entre guillemets, je sais qu'il sait que la riposte sera terrible pour la Russie. Mais il y a quand même des choses qui sont quand même inquiétantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'escalade? Je pense qu'on est comme dans une situation extrêmement tendue. C'est pour ça que hier, Macron, quoi qu'on dise, il a eu un discours effectivement un peu classique, mais dans une situation quand même très tendue, très dramatique. En même temps, et je termine là-dessus, il est évident que les USA, l'Allemagne, même la Grande-Bretagne, l'Italie, beaucoup de pays de l'OTAN, etc., ne veulent pas d'une escalade et ne veulent pas vraiment d'un conflit direct avec la Russie. Allez, voilà. Françoise Laborde.
Moi, bien sûr, je souscris la crainte de l'escalade, de tout ça. Poutine, un garçon au mieux fantasque, au pire complètement incontrôlable, et on ne sait pas où il va s'arrêter. Parfait. Mais je veux dire, à un moment donné, il suffit pas de dire si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. À un moment donné, il faut quand même arriver sous une forme ou une autre pour parler pour la paix. Parce que moi, quand j'entends dire que on est prêt à aller en Ukraine et que la victoire de l'Ukraine, tout ce qu'on peut faire pour l'Ukraine protège la France, nous, la France, enfin, je veux dire, on est des nains face à la Russie. Enfin, ça n'a pas de sens de penser une seconde qu'on peut faire face à une armée russe. Donc, éventuellement l'OTAN. Et je tiens à rappeler quand même, alors peut-être que c'est très mauvais goût et très déplacé, monsieur l'ambassadeur le dira, mais l'opération Barkhane au Mali, c'était pareil. Hein. On va au Mali parce que le Mali, c'est la sécurité de la France. On y va, etc. On est reparti du Mali. Notre présence, alors vous me contredirez peut-être, monsieur l'ambassadeur, je suis pas sûr que l'opération Barkhane ait été un succès absolument formidable en termes de maintenir les progressions islamistes. On y a laissé des millions, des vies de soldats, je vais mettre dans l'autre sens, des vies de soldats et des millions, et finalement pour pas grand-chose. Donc moi je suis assez réticente sur ce côté, allons-y, voyez, regardez mes muscles, je suis le plus fort, etc. Voilà, c'est bien quand on a les moyens, mais quand on n'a pas les moyens, il faut pas s'attaquer aux gros ours. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il y a, alors soyons positifs, est-ce qu'il y a un chemin de la paix envisageable ? Très bien. Pour l'instant, c'est difficile. Il faut préparer le chemin de la paix, mais pour l'instant, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que manifestement, les Russes ont l'avantage et ils veulent pousser leur avantage. Et de l'autre côté, les Ukrainiens veulent absolument tenir parce qu'ils savent qu'ils risquent une vraie percée et à ce moment-là, un bouleversement des cartes et la mise en risque, si je puis dire, d'Odessa et de villes importantes, Kharkov éventuellement, etc. Donc on est dans une phase de combat. Cela dit, ça n'interdit pas de préparer l'étape ultérieure. Ce que je regrette un peu dans l'initiative du président de la République, je trouve normal, et la France est particulièrement bien placée pour le faire, que nous prenions en quelque sorte la tête de la coalition. Nous sommes la première armée de l'Union européenne, elle n'est pas si importante que la Russie, je partage que celle de la Russie, je partage ce que dit Madame Laborde, mais nous sommes les mieux placés, en cas notamment de défaillance américaine. On pourra peut-être revenir là-dessus. Mais normalement, une initiative de ce type, ça marche sur deux jambes. C'est-à-dire, on dissuade d'un côté et on prépare le coup d'après, c'est-à-dire la négociation. Or, les données de la négociation, elles sont en fait sur la table. Il y a déjà des accords qui avaient été paraphé ou agréé à moitié aux 3/4 dans le passé. Il y a eu Minsk, il y a eu les accords d'Istanbul, et dans ces accords, manifestement, le marché, c'était des gains territoriaux ou la restitution des gains territoriaux contre la neutralité de l'Ukraine. Et c'est là que sont les bases de la négociation. Et sur la neutralité de l'Ukraine, il faut dire que les Russes ont été d'une constance totale. Ça fait 20 ans qu'ils disent « nous ne voulons pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ». Donc ça, c'est un élément important de la négociation. Est-ce que allez-y, Philippe Bilger. Monsieur l'ambassadeur, croyez-vous que ces accords qui existaient de la manière dont que vous dites à l'instant, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pourraient servir de base dès aujourd'hui, s'il y a des négociations en coulisses, à un apaisement et peut-être de manière très optimiste à la cessation de ce conflit? Ou est-ce que dorénavant, Poutine exigera davantage? Alors, première partie de la question, ces accords ont été signés, enfin pas signés, agréés à moitié, il manquait la question des garanties, etc. En 2015, les accords de Minsk, en fait la guerre en Ukraine avait commencé en 2014, et en 2022, à Istanbul, la guerre la deuxième invasion, si je puis dire, avait commencé, et donc on était en pleine guerre. Plus le temps passe, plus ça va être difficile. Pourquoi ça va être difficile? Parce que
les Ukrainiens ont investi beaucoup en sang, en sacrifice. Il y a eu des atrocités, bien entendu. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les accords d'Istanbul n'ont pas pu être agréés par le pouvoir ukrainien, outre l'intervention de Boris Johnson qui a dit n'accepte pas, on te soutiendra jusqu'au bout. Mais de fait, plus le temps passe, plus c'est difficile. Et puis deuxièmement, c'est clair que les Russes maintenant ont l'avantage et qu'ils veulent pousser leur avantage, ce qui rend évidemment la négociation actuellement plus difficile. Mais est-ce qu'il faut montrer des muscles, les muscles comme le fait le président Macron? Est-ce que ça permet finalement je veux pas dire faire trembler le Kremlin parce que c'est pas le cas, mais est-ce que les informations qu'envoie Emmanuel Macron ont un impact sur Vladimir Poutine? Alors, il ne faut ni sous-estimer ni surestimer disons la position française et éventuellement allemande si la réunion de Berlin aujourd'hui resserre un peu les rangs. Pour l'instant, on était plutôt dans le mode concours de beauté. Moi, je fais plus que toi et je suis pas d'accord avec toi, etc. Donc là, c'était pas très bon. J'espère qu'aujourd'hui, on va resserrer les rangs, comme je disais. Mais la France est une puissance nucléaire, elle a la première armée d'Europe, et il ne s'agit pas de faire la guerre à la Russie, mais il y a un point qui va se poser très vite, c'est la question du verrou d'Odessa. Si les Russes percent, c'est pas sûr du tout, les Ukrainiens se battent comme des lions, hein, mais si les Russes percent, ils vont essayer de verrouiller entièrement la mer Noire. Et Odessa, c'est très important. Si Odessa tombe, c'est tous les Balkans qui sont menacés, et ils sont d'autant plus menacés que la Moldavie est une ancienne république socialiste soviétique, qui dans l'esprit des Russes appartient au monde russe, hein, que déjà une partie, la Transnistrie a fait sécession et fait allégeance à Moscou. Donc il y a un risque, j'allais dire, de débordement. Et je pense que l'idée de verrouiller Odessa est à la mesure d'aider au verrouillage d'Odessa ou d'aider les Ukrainiens à résister à Odessa, c'est à la mesure de l'Europe, même si les États-Unis font défaut, parce que c'est clair que plus généralement, on ne peut rien faire sans eux. Françoise Laborde. Monsieur l'ambassadeur, merci. Vous avez un peu anticipé ma question. C'est vrai que en attente, j'allais dire presque en attente du résultat des élections présidentielles américaines, le Congrès a annoncé qu'il n'allait plus voter de crédit. Donc, on est bien dans une situation complètement bloquée et la volonté européenne, aussi forte soit-elle, et même si Emmanuel Macron est soutenu par l'ensemble des pays européens, sans les États-Unis, le poids évidemment n'est pas le même. Sauf évidemment ce que vous m'apprenez et que je trouve fort intéressant, à considérer que l'Europe s'engage à tenir, comme vous dites, le verrou d'Odessa, qui est une donnée stratégique extrêmement importante. Mais c'est une toute petite partie du conflit. Je suis pas sûr que ça suffise à persuader les Ukrainiens et les Russes que sur cette base, on peut négocier, si ce n'est la paix, du moins une cessation des hostilités. Alors, le verrou d'Odessa, c'est une question qui se pose en cas de poursuite des hostilités. C'est pas un élément de négociation à l'heure actuelle. En ce qui concerne la position des États-Unis, je dois dire, je suis assez partagé parce qu'il y a quand même une unanimité, enfin en tout cas une majorité d'Américains, qui pensent que les Russes exagèrent et qu'il faut quand même un peu leur clouer le bec. Simplement, le paquet de 60 milliards de dollars qui a été préparé par Biden est bloqué par le président de la Chambre des représentants à la demande, sans aucun doute, de Trump, parce qu'il veut faire monter les enchères, il veut que l'argent soit dédié essentiellement aux questions de migration, etc., etc. Mais je ne suis pas sûr d'un lâchage américain en race campagne. Hein. C'est pas une donnée sûre. Une baisse, sans aucun doute, de l'aide, mais un lâchage complet, je ne crois pas. Allez, 0826 300 300, direction Auxerre avec Gérald qui voulait réagir. Rebonsoir Gérald. Bonsoir. Bonsoir monsieur l'ambassadeur et bonsoir à toute l'équipe de nouveau. Moi je suis assez dubitatif dans le discours de monsieur le président. Déjà, il essaie de créer une peur, et moi c'est ça qui me gêne énormément. Pour lui, si la Russie gagne, toute l'Europe est en danger. Je vois pas en quoi. La question elle est posée. Je vois pas en quoi l'Europe est en danger. Et déjà, je ne vois pas en quoi on peut s'opposer à la Russie vu les moyens militaires qu'on a. On a peanuts, hein.
On n'a rien. Donc je pense qu'effectivement, il y a une espèce de guerre qui se passe depuis des années avec les États-Unis et la Russie, puisque faut pas quand même rêver, hein, les Américains sont derrière tout ça, hein, parce que si on me dit le contraire, moi j'y crois pas une seule seconde. Maintenant, quand Monsieur Macron dit il faut résister, etc., il faut pas que la Russie gagne. De toute façon, on ne pourra rien faire si la Russie veut envahir l'Ukraine totalement. Absolument. Maintenant, je vois pas l'intérêt de Monsieur Poutine de foutre le bordel, en Europe. Je vois pas du tout l'intérêt. Là, une réponse en 30 secondes de Monsieur l'ambassadeur, parce qu'on est déjà très en retard. Je crois que l'auditeur a raison. Poutine n'a pas intérêt à mettre la pagaille dans le reste de l'Europe. En revanche, les républiques socialistes soviétiques, il a toujours dit qu'elles devaient être neutres. Donc ça, la Moldavie, c'est peut-être plus dangereux. C'est un objectif. Voilà. Merci beaucoup Jean de Glignasti d'avoir été avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, et je vous invite à lire ce livre, France, une diplomatie déboussolée, aux éditions de l'Inventaire. Merci mille fois d'avoir été avec nous.